Si j'aimerais beaucoup être l'une des figures entrepreneuriales que je puisse aider des jeunes femmes et également des hommes, mais à entreprendre, à prendre la parole. Tu as eu un déclic à un moment donné de vouloir te lancer comme ça sur un média de débat à 17 ans, c'est peu commun. Il faut lancer un média qui parle aux jeunes afin de réconcilier notre génération avec les médias et avec la politique. Plus t'es jeune, plus t'as rien à perdre. Le collectif, c'est supérieur à tout en fait. Tu ne fais rien de légendaire tout seul. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se demander mais comment tu fais pour pouvoir faire autant de choses à la fois, tu vois. C'est toute une question de priorité, pas une question de temps. Le problème, c'est que moi aujourd'hui, ça m'arrive très souvent d'avoir des semaines beaucoup plus stimulantes et intéressantes que mes week-ends. Les émotions que tu vis pendant la semaine quand t'as ta propre boîte avec tes employés, etc., est 10 fois plus agréable et stimulante que n'importe quelle sensation de ta vie perso. Le podcast Multi est soutenu par Pennylane, le seul outil qui réunit vos finances, votre compta et votre compte professionnel. Multi est également soutenu par HubSpot, la plateforme qui allie puissance et simplicité pour connecter vos données, vos équipes et vos clients afin d'accélérer votre croissance. Pour profiter d'offres exceptionnelles de nos partenaires, abonnez-vous à notre newsletter. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Multi, le podcast qui donne la parole à des multi-entrepreneurs. Moi c'est Jonathan Calfa, je suis expert comptable et je suis multi-entrepreneur également. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Sixtine. Écoute, merci de m'accueillir. Comment tu vas ? Ça va et toi ? Ça va super, je suis ravi de t'avoir avec moi. Moi aussi. Écoute, pour commencer, pour que tout le monde puisse te découvrir, est-ce que tu peux te présenter ton parcours, tes projets passés, mais aussi tes projets actuels ? Alors moi j'ai 22 ans, j'ai cofondé à la base à 18 ans donc le Crayon qui aujourd'hui est devenu un groupe média. À la base donc le Crayon c'est aujourd'hui le premier média de débat digital. On fait des gros débats de société un peu politiques sur des sujets de fond. On reçoit vraiment tout le monde, on confronte des gens qui n'ont vraiment aucun rapport entre eux. Typiquement une actrice porno et un prêtre, enfin voilà, donc des gens que normalement tu ne vois jamais se réunir ensemble autour d'un débat. Également deux agences, une agence d'influence et d'intelligence économique pour les grosses boîtes qui s'appelle Le Pinceau et une agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs qui s'appelle Le Surligneur. Voilà. Après là, on a racheté en septembre dernier les Pépites de France, qui est le média leader sur le domaine du tourisme et du patrimoine en France, qui est une application, il y a toujours 300 000 téléchargements, un livre qui est le troisième livre le plus vendu, enfin voilà, un beau petit bébé. Et donc voilà, comme ça, aujourd'hui, on est devenu officiellement un groupe média et c'est comme ça qu'on se développe. Super. Et du coup, moi, je me suis un petit peu renseigné sur toi. Et j'ai vu que tu avais commencé très, très, très jeune. Bon, tu as 22 ans, donc tu es déjà très jeune, mais tu as commencé en fait en parallèle de tes études. Je crois qu'à l'âge de 17 ans, tu as lancé justement le Crayon, qui était donc le média dont tu parlais. Est-ce qu'à la base, c'était un délire de monter ça? Ou est-ce que vraiment il y avait un projet d'entrepreneuriat derrière et te dire, OK, j'ai envie que ça devienne mon projet professionnel de demain? À la base, c'était non, juste un projet, pour se différencier des autres gens de mon âge. Il y avait pas pour autre objectif que ça. Enfin, moi, l'entrepreneuriat, c'était pas du tout prévu comme une carrière que je devais faire. Moi, je viens d'une famille où il fallait faire des études, fallait avoir, monter, les échelons dans le salariat. Enfin, pour moi, c'était pas possible que je fasse de l'entrepreneuriat. C'était même pas envisageable. Enfin, on n'y pensait pas du tout. Et donc, en fait, ça s'est fait naturellement parce que le projet, en fait, a pris beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on pensait au fur et à mesure des années. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit: «OK, bah, là, ça va devenir un vrai, vrai projet de vie, en fait». Mais c'est quoi, tu as eu un déclic à un moment donné de vouloir te lancer comme ça sur un média de débat? À 17 ans, c'est peu commun de partir sur un média de ce type. C'est C'est quoi ton ouais. chemin de réflexion, tu vois, à ce C'est moment-là? peu commun. En fait, à ce moment-là, moi, je suis une passionnée de politique et à ce moment-là, au lycée, les seules personnes avec lesquelles je pouvais en parler étaient mes profs. Et en fait, je me suis dit: «Il faut lancer un média qui parle aux jeunes afin de réconcilier notre génération avec les médias et avec la politique». Et en fait, j'en ai parlé avec mon frère Valran qui faisait déjà de l'entrepreneuriat. Et en fait, on a jumelé 2 idées. Lui voulait faire un média de débat, moi, je voulais faire un média politique pour les jeunes. Et après, au fur et à mesure, la ligne édito s'est développée, on a innové plein de formats et cetera. Mais à la base, c'était ça l'idée de base. Et puis, tu avais évidemment ce côté, à titre perso à l'époque, de vouloir me différencier pour pouvoir rentrer en fait plus facilement dans une belle école ensuite après le bac. Mais en fait, c'est devenu un beaucoup plus gros projet que ce qu'on pensait. Et donc, voilà. D'accord. Aujourd'hui, c'est leader sur la tranche 18-35 ans, Sur le débat, ouais. sur le débat. Ouais. Et du coup, tu parles de politique, justement, de jeunes et de politique. C'est quoi, quand tu es en tant que média, c'est quoi ton avis sur le fait que vous soyez quand même, vous ayez une responsabilité politique vis-à-vis de ces jeunes-là? Comment tu veux prendre cette place, toi? Est-ce que vraiment tu as envie de prendre la place, de donner la parole aux jeunes, les inciter à aller voter? Comment tu vois ce cheminement-là? Alors nous déjà, on n'est pas politisés d'une quelconque façon. On reçoit justement tous les bords politiques.
Donc en fait, on dit qu'on est neutre, mais peut-être qu'on peut appeler ça transpartisan. Parce que tu as des gens qui te diront que de recevoir l'extrême gauche ou les recevoir l'extrême droite, tu devrais même pas le faire. Mhm. En fait, ça dépend où ton spectre de réalité se situe en fait sur le prisme politique. Après, nous, notre objectif, c'est de vulgariser des sujets de fond. Tu regardes la vidéo maintenant, dans 6 mois, c'est toujours intéressant de la regarder. On n'est pas du tout sur de l'actualité chaude, on est vraiment sur de l'actu froide. Et en fait, de mettre des gens qui s'y connaissent vraiment bien, parfois pas toujours connus, en fait, de mélanger des leaders d'opinion sur des thématiques qui concernent en fait vraiment tout le monde. Ok. Et c'est comme ça qu'on essaye de réunir notre génération avec les médias et de faire en sorte qu'en fait, de trouver une autre manière pour eux de s'instruire, d'avoir une opinion, de réfléchir au travers de nos propres contenus. Et toi, à titre perso, du coup, c'est genre dans la lignée, ce qui serait peut-être un de tes rêves, c'est de participer justement à animer des débats dans des élections présidentielles, peut-être? Ah, moi, c'est un de mes objectifs de vie, Ouais, c'est c'est ça. d'animer un jour le débat du second tour de la présidentielle, ouais, Ah complètement. ouais, Ah d'accord. ouais, moi, un jour, c'est un de mes premiers objectifs, Donc ça, c'est un qui de est tes. beaucoup plus réalisable aujourd'hui qu'à l'époque quand je l'avais. Oui, forcément, parce que Ouais, maintenant, en plus, bon, tu es médiatisé, on voit ce que tu es capable de faire, et puis, ouais. d'accord, ok, ça marche. Et justement, moi, du coup, tu vois, je suis expert comptable, donc je vois plein de projets professionnels avec des dimensions familiales. Je vois comment ça se passe, parfois bien, parfois moins bien. Toi, tu es associé avec ton frère. Comment vous faites pour gérer justement cette relation-là? Comment vous vous protégez justement du fait que bah, des fois, dans une aventure entrepreneuriale, ça peut très bien se passer, mais ça peut aussi très mal se passer. Comment vous vivez ça? Parce qu'en fait, on a compris que le collectif, c'est supérieur à tout. En fait, tu ne fais rien de légendaire tout seul. Et nous, notre plus grande force, justement, c'est d'être 4 associés, dont avec mon frère. Parce qu'on a vraiment cette valeur de on gagne ensemble, on perd ensemble. Donc en fait, quand il y a une bonne nouvelle pour les uns, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et à l'inverse, quand c'est une mauvaise nouvelle pour quelqu'un, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Parce qu'en fait, l'intérêt qu'il y ait une bonne nouvelle pour l'un de nous quatre, en fait, à la fin, c'est notre cause de tous les quatre qui est notre projet en fait. Donc on a bien compris ce truc-là, ce qui fait qu'on n'est pas du tout individualiste, on n'est pas du tout égoïste, on se cache rien, on est très franc, on a appris à mettre notre ego de côté parce qu'on a compris que notre plus grosse force c'était d'être quatre en fait, fondateurs à la base. Et du coup, c'est les 4 fondateurs là, c'est quoi? Il y a une complémentarité entre vous? Comment vous avez fait pour vous rassembler autour de ce projet-là, du coup? Bah, on est extrêmement différents, hein, tous les 4, donc c'est très bien. Au début, c'était pas forcément évident parce que tu dois apprendre à accepter que tu es autant différent et que tu vois autant quelqu'un qui est différent de toi. Mais en fait, c'est la meilleure chose qui aurait pu nous arriver. En fait, c'est arrivé, bah, Valérand, c'est mon frère, donc forcément, logique et en fait, les 2 autres sont arrivés par des amis d'amis, naturellement. D'accord, Puis le projet leur a plu et en fait, on a décidé vraiment de le complètement bien le lancer avec eux. ok. Du coup, même sur les réseaux, quand on suit un peu bah, le groupe Le Crayon, qui compose maintenant plusieurs marques, on sent dans vos posts, même quand tu mets des stories, toi, sur Insta et tout, qu'il y a une culture d'entreprise qui est très présente, qui est très forte. Est-ce que tu penses que c'est justement cette relation de complémentarité qu'il y a entre les associés qui fait que vous arrivez à diffuser encore mieux cette culture d'entreprise? Et comment vous faites pour cultiver vraiment ce bel état d'esprit qui semble y avoir dans votre groupe? Alors, c'est très possible. Je pense qu'il y a aussi le côté culture de boîte pendant que tu embauches quelqu'un. En fait, généralement, on sent très vite des profils. Ça nous est déjà arrivé dans des profils, on sentait qu'ils étaient vraiment bons, mais on sentait que niveau culture, ça n'allait pas du tout fitter, en fait. Nous, la majorité des gens, ils ont un peu cette culture de revanchard. En fait, ils ont un truc sur lequel ils veulent se venger dans la vie, soit vis-à-vis d'eux-mêmes, soit vis-à-vis des autres, soit vis-à-vis de la société. Mais ce côté de, en fait, je me sens hyper impliquée dans le projet parce que je sais que ça va avoir un vrai impact et une vraie utilité. Donc en fait, c'est de rejoindre une aventure qui les dépasse eux-mêmes. Et ça crée qu'en fait, on est tous ensemble dans le même bateau, on est extrêmement collectif, nous, c'est une de nos valeurs. Donc en fait, je pense que naturellement, les profils fit bien. En fait, naturellement, on le ressort en entretien, en fait. On le voit très bien. Et parfois, ça arrive qu'il y ait des mismatchs de leur côté ou d'une autre. Et en fait, généralement, c'est parce que bah, des gens préféraient des plus grosses boîtes. C'est très peu arrivé, mais ça peut arriver. Voilà, ça arrive, ça arrive. Parfois, tu t'en rends pas forcément compte aux entretiens et tu fais l'erreur, mais pas tant que ça, en Détecter vrai. rapidement, quoi. Voilà, faut le détecter rapidement. Ouais. Mais généralement, tu le ressens vite, parce qu'en fait, quand tu le ressens de ton côté, la personne en face, elle l'a ressenti aussi, et inversement. C'est très rare que ça arrive que d'un seul côté. Du coup, dans ce groupe-là, on a donc le surligneur dont tu parlais tout à l'heure, qui est l'agence de personal branding. Ton message à chaque fois, c'est de prendre la parole. Ça, c'est un bon message. Tu appelles aussi tes clients les surlignés et ceux à qui tu donnes la parole. Et du coup, euh, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as 3 raisons principales à donner à des entrepreneurs qui n'osent pas prendre la parole, justement, et qui aimeraient sortir de l'ombre, mais qui ont peut-être peur ou qui ont
pas forcément confiance, je sais pas. Est-ce que tu aurais 3 raisons principales à leur donner? La première, c'est que tu as beaucoup plus à y gagner qu'à y perdre parce qu'en fait, pire des cas, bah, personne ne voit tes posts et en fait, c'est pas grave. Meilleur des cas, les gens les voient et ça t'apporte un ROI business en plus de tout le reste, hein. Mais business qui pour moi est tellement utile. Donc oui, c'est un réseau social, donc ça se fait pas en une semaine et ça peut se faire en 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça dépend des gens, ça dépend des thématiques dans lesquelles tu es. Mais à la fin, le résultat vaut tellement le coup juste pour en fait, soit, créer du contenu ou en fait, je sais qu'il y a des gens, c'est pas leur truc, ils comprennent pas la plateforme et du coup, ils le font jamais parce que, bah, ça leur prend trop de charge mentale. Donc ça, je peux comprendre, mais dans ce cas-là, trouvez quelqu'un qui peut le faire pour vous parce qu'en fait, ça vaut vraiment, vraiment le coup, qu'importe les thématiques dans lesquelles tu te trouves. Et surtout, il faut se dire qu'il y a personne qui va autant lire ton post et analyser ce que tu écris que toi-même. Donc faut pas être stressé de prendre le risque de publier quelque chose qui ne te correspondrait pas forcément à 100 parce que, parfois les gens peuvent être trop maniaques, surtout au début, on a l'impression que tout le monde va voir le moindre petit détail. Non, les gens ne se rappellent même pas 5 minutes après de ton post. C'est à force d'en publier toutes les semaines un certain nombre qui fait qu'au bout d'un moment, les gens te catégorisent dans une spécificité. Mais en fait, les gens ne se rappellent pas d'un post précisément, sauf si ton post a été excellent. Mais sinon tu ne te rappelles pas du post de la personne. Donc en fait, ça ne peut qu'être... En fait, c'est une façon... l'algorithme a été mis d'une certaine façon où ça ne peut que te mettre bien en avant. Tu peux pas être mal mis en avant. Ça n'existe quasiment pas les bad buzz sur LinkedIn. Il faut vraiment faire un truc spécifique pour avoir un bad buzz, quoi. Mais c'est vrai que bah, moi, c'est pour ça que j'ai créé ce podcast aussi, c'est pour justement bah, déjà prendre la parole, mais la donner surtout. Et c'est vrai que nous, au cabinet, par exemple, on a plus de 3500 clients et j'ai pas énormément de clients justement qui se mettent en avant et qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, tu vois. Donc je pense qu'il y a encore énormément de Ouais. choses à faire là-dessus et c'est vrai que tu fais aussi de la sensibilisation. Ce que tu organises, comme là récemment, tu as organisé voilà, ta soirée de cérémonie où tu as récompensé justement des entrepreneurs qui prennent la parole. Et du coup, c'est bien parce que ça montre aux gens aussi, ça montre aux gens que ça marche, tu vois. Ouais, puis les exemples à suivre, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui produisent du contenu aujourd'hui, de plus en plus, et c'est très bien. Mais beaucoup, pour certains, ça marche bien parce qu'ils ont compris les codes de la plateforme, mais la qualité du contenu est vraiment catastrophique. Et moi, je trouve ça hyper dommage qu'en fait, ça donne l'impression aux autres que c'est ça qu'il faut faire parce qu'ils ont des bonnes stats. Et en fait, les gens ne comprennent pas qu'il n'y a pas que les stats qui comptent, il y a aussi le fond. Parfois, c'est mieux de faire beaucoup moins de stats, mais des vues qui sont beaucoup plus qualitatives que d'en faire trop, mais des vues qui ne te servent strictement à rien. Et en fait, là, c'était vraiment l'importance de faire la sélection du surligneur, du coup, une cérémonie où tu récompenses 10 entrepreneurs qui, en plus de gérer une boîte, gérer des équipes et d'avoir un business, produisent du contenu qui a profondément de la valeur ajoutée dans leur thématique. Tu apprends profondément quelque chose en lisant leur contenu ou en écoutant leur contenu. Et c'était ça le concept, de montrer la voie aux gens en mode oui, vous êtes entrepreneur, prenez la parole, mais voici comment bien le faire. Et parce que ça apporte évidemment pour eux beaucoup de business, mais ça apporte surtout énormément à l'écosystème entrepreneurial français, et ce qui est beaucoup plus important à la fin, je veux dire pour la société. Et ça, c'est grâce à du contenu qui est quali. Sinon, ça n'a aucun sens. Ça prend beaucoup de temps et c'est pour ça qu'il faut prioriser son temps et il faut se faire accompagner quand on n'est pas encore, on va dire, habitué à communiquer de la sorte, quoi. Et toi, du coup, en complément de tout ce que tu fais déjà sur le groupe Le Crayon, justement, tu communiques aussi beaucoup bah, personnellement parce que tu as un compte Instagram et tu publies, je crois, c'est une vidéo par jour. Ouais. Voilà, donc tu hyper active. Comment tu fais justement pour organiser ton temps entre tout ça? Est-ce que tu as des conseils? Parce que du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent se demander, mais comment tu fais pour pouvoir faire autant de choses à la fois, tu vois? Ça me prend pas autant de temps que ça. Alors là, ça va commencer à m'en prendre un peu plus, que je vais innover un peu dans les formats, donc ça va me prendre un peu plus de temps. Mais à la base, en fait, je trouvais toutes les idées de sujets, j'écrivais des scripts ou j'enregistrais ma voix en train de les dire pour qu'après, voilà, je puisse faire écouter. Enfin, chacun a sa façon de faire différente. Et en fait, après, je tournais mes 20 vidéos d'un coup, pendant une matinée ou une après-midi. Ça me prenait 2h30. Et en fait, j'avais quatre tenues différentes que je changeais entre toutes les 5 vidéos. Je t'ai vu l'autre fois, tu as mis un post justement. Voici mes tenues. Ouais. J'ai vu. Parce qu'en fait, c'est plus sympa pour les gens et en même temps, moi, comme je suis déjà, à ce moment-là, bien maquillée, bien coiffée, j'ai juste à changer de tenue, parfois un peu de bijoux et puis ça fait l'affaire et en fait, ça me permet du coup, ça me prend en tout, ouais, même pas une demi-journée et après d'avoir un mois de contenu quasiment d'avance, en fait. C'est beaucoup plus héroïste parce qu'en fait, au bout d'un moment, les vidéos, au bout de la 5e, tu les fais beaucoup plus vite les suivantes parce que ton cerveau est dans un mode, mécanisme de: «OK, je suis en train de faire des vidéos», il est beaucoup plus concentré, beaucoup plus, on va dire carré sur le concept, donc en fait, il le fait beaucoup plus vite. Et du coup, il y a une marque dont tu as parlé tout à l'heure qui s'appelle Le Pinceau.
donc qui s'adresse aux grands comptes, qui est une agence d'influence en fait Ouais, dédiée aux grands comptes pour leur donner de la visibilité digitale, c'est ça, hein? exactement. D'accord. Euh, Comment vous avez créé cette offre-là, du coup, à destination des grands comptes, et par quelle démarche vous êtes passé pour passer d'un simple média de base, le média Le Crayon, à un groupe, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai groupe Bah, en d'influence. fait, à la base, on avait appris tellement de trucs pour développer le crayon. On avait testé tellement de trucs, vraiment comme des malades mentaux. En fait, au bout d'un moment, il fallait bien qu'on ait un système économique, parce qu'un média, au début, c'est pas du tout rentable. Et c'est très compliqué de rendre rentable un média. Donc, en fait, au début, on commençait à avoir des clients qui nous demandaient si on savait faire tel ou tel prestat. Et quand on savait les faire, bah, en fait, on prenait le client, on facturait pas du tout assez cher, contrairement à ce qu'on délivrait. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, bah, il faut juste qu'on brande ça sous des entités différentes pour être mieux organisé, pour pouvoir mieux communiquer dessus. Donc, on a en fait créé 2 agences avec 2 services distincts. En fait, c'est très proche, en soi. La différence, c'est qu'en fait, le pinceau, c'est la en fait, la création de contenu, et de stratégie ou de mise en relation, mais pour des grands groupes, là où le surligneur, c'est plus pour des entrepreneurs. Hem Et en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est vraiment du sur-mesure ça peut être organiser un événement et ramener, les bons leaders d'opinion, en fonction des thématiques. Du coup, ça fait beaucoup de bruit derrière. Ça peut être, créer, un média ou pour, une entreprise ou créer du contenu en fonction de ce qu'ils veulent mettre en avant. En fait, c'est complètement sur mesure. Ça peut être organiser des tables rondes, des événements, enfin, il y a plein de choses tant qu'en fait, à la fin, c'est relié à l'écosystème de l'influence, de manière générale. Ouais, ouais. Ça reste proche, mais ta clientèle est tellement différente qu'au final, Ouais, ta finance, c'est proposition pas de du tout le même valeur, c'est service. pas du tout le même Et service ni c'est le même des travail, quoi. opérations beaucoup plus grosses, avec des budgets beaucoup plus conséquents du coup, sur des beaucoup plus grosses boîtes, parce qu'on travaille vraiment avec la majorité des boîtes du CAC 40. Donc en fait, c'est plus facile, parce que du coup, enfin, plus facile non, mais dans le sens, tu as beaucoup moins de clients, mais ça prend beaucoup plus de temps comme opération. Mais c'est vrai que dans votre business, c'est aussi, il y a une dimension qui est importante, c'est la dimension réseau. Et du coup, comment tu fais du coup pour entretenir ce réseau, développer ce réseau? Parce que c'est vrai que quand on te voit sur LinkedIn, on a l'impression, Sixtine, elle connaît tout le monde. Non, mais c'est vrai, on te voit dans tes posts, en fait, ça fait un peu une espèce de grande famille d'entrepreneurs, tu vois, où tout le monde se donne un peu de la force, tout le monde essaye de se mettre en avant, etc. Et du coup, c'est hyper positif, c'est hyper cool, mais comment ça se cultive, ça? En étant très collectif avec les gens. Nous, pendant longtemps, et on le fait toujours, hein, on a apporté tellement aux gens sans rien attendre en retour, tu vois, des mises en relation, des coups de main, des conseils, qu'en fait, au bout d'un moment, bah, du coup, les gens, ils retiennent qu'en fait, tu es collectif. Les gens sont quand même très collectifs eux-mêmes de base, donc en fait, quand tu l'es, ça les marque et ils le retiennent quand même assez vite parce qu'ils sont quand même beaucoup de gens sont comme ça. Et en plus, c'est le fait de construire un projet qui, je pense, inspire, et plaît à pas mal de gens. Le fait de produire du contenu gratuit qui apporte de la valeur ajoutée aux gens. Le fait d'aller à des événements, de discuter avec les gens, de les rencontrer. Donc, en fait, c'est un mélange de tout ça. Et surtout, on est 4. Donc, en fait, tu fais ça fois 4. Tu as une force de frappe qui est beaucoup plus grosse pour rencontrer des gens, discuter avec eux, et échanger, en fait. Donc, c'est aussi pour ça que ça développe tout. Et puis, on a organisé un gros événement, tu vois, la semaine dernière. On a déjà organisé avant parfois d'autres événements. Donc, en fait, ça fait que tu noues plus facilement des liens. Puis, en plus, avec le média où tu reçois des invités, enfin, en fait, c'est constamment tout ce qu'on fait, noue des liens avec des écosystèmes différents. Ok. Et si on parle de toi plus précisément, l'entrepreneuriat, on sait que voilà, c'est générateur de stress. Toi, en plus, tu es très médiatisé, tu es jeune, tu es une femme. Et est-ce que tu ressens plus de stress encore par rapport à ça? Comment tu fais pour gérer ton stress? Est-ce que tu sens vraiment un certain poids sur tes épaules vis-à-vis de tout ça? Alors, pas du tout. Je sais pas si c'est parce que ça a je pense qu'au début, pendant très longtemps, c'était un petit côté naïf, Hmm. je pense, inconscient. Parce que plus t'es Conscient jeune, carrément. non, mais plus t'es jeune, plus t'as rien à perdre. Alors que tu vois, si tu te lances à 40 ans, tu quittes ton job dans le salariat, tu lances une boîte, à mon avis, tu prends beaucoup moins de risques. Donc en fait, moi, j'avais rien à perdre. Je me disais, au pire des cas, bah, je reprendrai des études plus tard. Enfin, tu sais, tu es beaucoup moins stressé. Et en plus, moi, je l'ai fait avec mon frère et des associés avec lesquels je suis très proche. Donc en fait, tu as l'impression constamment que tu as un backup au cas où. Alors que oui, en soi, mais d'un autre côté, non. Parce que si tu fais une grosse merde, oui, ils vont être là pour toi, mais ils vont pas forcément arranger la merde. Mais au moins de le savoir te permet de prendre plus facilement des risques, d'oser. Et en fait, du coup, au bout d'un moment, moi, aujourd'hui, c'est devenu normal, mais je pense qu'à l'époque, il y avait beaucoup de côté naïf de me dire au cas où je suis protégée, il y a les garçons, alors qu'en fait, pas vraiment. Mais ouais, c'était vraiment du culot. Et puis justement, comme il n'y a pas tant.
pas tant de femmes que ça qui prennent la parole en public par peur du syndrome de l'imposteur, peur d'être critiquées sur le physique. Et ça, je peux le comprendre parce que c'est vrai, ça arrive vraiment. Je pense que celles qui le font et qui le font bien se démarquent beaucoup plus vite qu'un homme. Et ça, j'en suis convaincue. Et même moi, je le vois bien. Dans tous les clients que j'accompagne sur le personal branding ou en RP, j'ai beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y a de plus en plus de femmes, et c'est génial, mais j'ai quand même beaucoup, beaucoup plus d'hommes. On a reçu dans ce podcast, on a reçu Stéphanie Delestre, Ouais, du coup, qui commence à être à beaucoup communiquer aussi sur LinkedIn. Bon, voir si, même si elle est en plus médiatisée sur qui veut être mon associé. Et du coup, justement, en off, elle nous disait que si elle communiquait, c'était aussi pour ça, c'est que elle a envie de montrer, elle, ouais, partager son histoire, partager ce qu'elle a fait. Et c'est vrai que exactement. les gens osent pas beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens sur les réseaux qui partagent un peu du bullshit et un peu Complètement. et du coup c'est vrai que des fois ça peut être un peu énervant, donc certains vont commencer à prendre la parole pour dire bon, si Complètement. ces gens-là ils racontent une espèce de fausse vie sur LinkedIn et compagnie, je suis capable de raconter ma vie sachant que moi j'ai accompli des choses, quoi. Complètement. Et puis c'est vrai que moi, c'est aussi pour ça que je le fais, c'est de montrer que si moi je l'ai fait à l'époque, j'avais quoi, peut-être 20 ans, quand je me suis lancée sur les réseaux, en fait, n'importe qui est capable de le faire. C'est aussi une façon de dire, en fait, après, tu peux pas me dire que tu peux pas le faire. Si moi, quand j'avais 20 ans, je l'ai fait, évidemment que tu es légitime pour le faire. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a un petit blocage. Moi, je commence à faire du contenu aussi. Et c'est vrai que déjà, il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, j'ai un pote qui me disait, allez, vas-y, fais du contenu, t'aimes bien, t'aimes bien, t'aimes bien. Et en fait, autant j'étais à l'aise de parler devant une assemblée sans aucun problème, se retrouver face cam, Puis d'écouter ta c'était propre très voix, te bizarre, voir. quoi. Ouais, bien sûr. C'est très, très, Parce qu'en très fait, tu bizarre. t'y fais et après, ça devient hyper naturel. Ouais, bah là, j'ai passé le truc, mais en vrai, je pense qu'il faut juste oser, quoi. En Ouais, il faut fait, il faut oser. y aller, et puis de toute façon, qu'est-ce qu'on risque au pire, T'as rien hein. à perdre. Est-ce que tu as une anecdote sur un échec que tu as vécu et qu'est-ce que tu en as appris? J'aime bien poser cette question-là parce que les échecs sont très importants dans la vie. En tout cas, c'est mon avis. Est-ce que toi, du coup, avec ton parcours, tu as le souvenir d'un échec marquant ou en tout cas un événement marquant qui t'a appris vraiment quelque chose de fort? Oui, j'ai eu un truc, je me suis pris un petit bad buzz qui en fait ne m'a pas du tout nui. Mais du coup, ça m'a ça m'a appris des trucs évidemment. Euh, euh, En gros, je m'étais pris un bad buzz sur un extrait qui avait été retiré d'un podcast que j'avais fait. Où à un moment, on parlait de fourrure animale. Et en fait, l'extrait sorti du contexte, en plus saccadé et un peu retrafiqué. Effectivement, je passe pour une énorme teubée psychopathe. Sauf que les gens ne vont jamais aller voir l'entièreté de la vidéo pour Bien sûr. vérifier, évidemment. Mais du coup, ça ne m'a pas du tout nui parce que les gens intelligents voient bien que c'est un extrait qui est sorti du contexte. Euh, ou alors vont vérifier la vidéo. La majorité des autres, les gros crétins, en fait, de un, je serais jamais devenu pote avec eux, j'aurais jamais travaillé avec eux, donc en fait, c'est pas grave. Mais effectivement, parce que du coup, ça m'a quand même rappelé que faut faire attention de pas l'ouvrir sur des sujets que tu connais pas forcément. Moi, c'était un sujet que je connaissais pas forcément et je l'avais plus fait pour animer le débat et rentrer dans le jeu parce que on m'a demandé de rendre un peu l'émission un peu plus punchy. Et donc, c'était l'erreur d'avoir voulu un peu rendre service aux gens qui avaient fait l'émission et pas alors qu'en fait, de l'ouvrir sur un sujet que tu connais pas, bah, juste tu la fermes, quoi. Et surtout, de te rappeler que les réseaux sociaux, bah, ouais, que en fait, faut faire attention parce qu'un truc sorti d'un contexte, qu'on peut te faire passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Donc ça m'a quand même appris à être plus vigilant sur ce que tu dis, sur ce que tu fais. Mais bon, et puis surtout, ça te montre aussi que, bah ouais, quand tu as un bad buzz, en fait, ça te nuit pas tant que ça. C'est pas grave, qu'en fait, tu t'en relèves très bien, que parfois même, tu peux même très bien le vivre. Moi, je l'ai pas du tout mal vécu, et que c'est pas grave et que ça arrive et qu'en fait, c'est dans ce genre de Hmm. moment, justement, que tu apprends beaucoup plus que l'inverse. Donc moi, je suis même ravie de m'en être pris un à ce moment-là. C'était il y a 1 an et demi maintenant. Je pense qu'il faut passer par là, de toute façon. Ouais, je suis ravie là, en fait, parce que du coup, c'est un sujet, enfin, je je suis pas, je suis pas personnellement méga impliquée dans le sujet. Je m'y connais pas assez. Il y a pour moi d'autres sujets plus importants que ça avant. Après, c'est chacun son truc. Donc, en fait, si ça avait été un sujet qui me tenait à cœur, je pense que je l'aurais peut-être plus mal pris. Là, je m'en foutais Bon, un peu. parfait, alors t'en as retiré quelque chose, Ouais, ça j'en ai t'a pas retiré. affecté, Ça donc m'a vraiment pas affecté. En plus, la personne qui a fait le bad buzz, après, je l'ai reçu au crayon en interview. C'est moi qui l'ai interviewé. J'ai fait un post LinkedIn pour clôturer le truc. C'était du coup magnifiquement bien. On s'en est. bien Enfin, joué. j'en ai réussi à en transformer ça en un truc positif. Super, Ce ça qui était c'est très ça fort. c'est une bonne leçon, ça. Ouais, c'était très fort. Comme tu as commencé jeune et qu'on est aussi suivi par des jeunes qui ont envie d'entreprendre, je vais me mettre dans leur peau. On va dire que j'ai 20 ans, j'ai envie d'entreprendre, mais j'ose pas parce que, je sais pas, je considère que c'est trop tôt, que je suis trop jeune. Qu'est-ce que tu me répondrais à ça? De t'associer avec des gens. Tu ne peux, je le redis, mais je maintiens cette phrase, tu ne peux rien faire de légendaire tout seul.
Donc oui, cette phrase un peu cliché de seul tu vas plus vite, mais ensemble on va plus loin, elle est tellement vraie. En fait, d'avoir des associés, ça permet que quand tu vas pas bien à titre perso ou à titre pro, tu as d'autres gens qui sont là pour te soutenir, pour t'épauler, pour te donner un point de vue, un avis. Enfin, c'est vraiment, pour moi, hyper important. Tu as le fait de bouffer un maximum de contenu, ce qui te permettra d'éviter des erreurs bêtes que tu peux faire au début et d'encourager à faire le truc, d'écouter, je sais pas, ça peut être des podcasts tu as plein de podcasts, hein, tu as Sans Permission de Yomi et d'Oussama, t'as des podcasts de Théo Lyon qui sont très pertinents aussi. Enfin, tu as plein de podcasts vraiment intéressants qui te permettent voilà, de t'affranchir un peu le stress que tu peux avoir au début. Et le dernier conseil, c'est en fait d'essayer parce que au pire des cas, si tu échoues, tu apprendras tellement plus que si tu n'avais pas testé. Et donc, autant essayer. En plus, tu vas rencontrer des gens, tu vas tester des trucs, tu vas être sûr que. En fait, à la fin, tu auras forcément appris des trucs qui te serviront. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, même si le worst case scénario, c'est que ta boîte, t'as des choux, tu t'en sortiras après, en fait. Et que Super. justement, plus t'es jeune, plus faut le faire, Bon, c'est pour bon, moi. je vais aller entreprendre alors. On va voyager dans le temps et on va se dire que on est dans 10 ans. Comment tu te vois, comment tu vois la Sixtine de dans 10 ans? C'est quoi ton souhait? Alors, j'ai compris qu'il y avait ce côté animation de débat politique, mais je suppose qu'il n'y a pas que ça. Donc, comment tu te vois dans 10 ans? J'espère être à la tête d'un des plus gros groupes médias de notre génération, ce qui est très possible dans 10 ans. Et aussi, j'aimerais beaucoup être l'une des figures entrepreneuriales les plus utiles et en tout cas marquantes de ma génération, que je puisse aider des jeunes femmes et également hein, des hommes, hein, mais à entreprendre, à prendre la parole, leur montrer que bah, moi je m'étais lancée, j'avais 18 ans et qu'aujourd'hui j'ai réussi à construire un bon gros bébé qui aura bien grossi d'ici là. Et qu'en fait, si je l'avais fait à l'époque, n'importe qui peut être capable de le faire et qu'il faut juste oser, il faut bien s'associer et que donc ouais, donc d'essayer d'inspirer d'essayer de retranscrire et de retransmettre ce que moi j'aurais aimé voir quand j'avais cet âge-là. D'accord, donc quand tu parles d'être à la tête d'un des plus gros groupes médias, il y a aussi ce côté, je suppose, héritage, de laisser une trace, de laisser Ouais, quelque bien chose et de sûr. montrer que tu as su D'apporter créer de la ma petite valeur, pierre quoi. à l'édifice, bien Ouais, sûr. ok. Complètement. Sinon, j'aurais pas fait ce projet-là. Super, bah c'est bien parce que c'est un projet long terme. Ouais. Et du coup, est-ce que tu aurais pu te voir, je pense que je connais la réponse, mais tu aurais pu être solopreneur ou parce que voilà, on ressent quand même. Moi, je suis comme ça aussi. J'aurais pas pu faire quelque chose de seul. L'aventure entrepreneuriale, pour moi, ce qui est génial, c'est justement de pouvoir confronter ses idées, d'être plusieurs, de partager. Ouais, Quand on dit d'accord. on fête les réussites, on fête les. Voilà, c'est important, je trouve, de le faire en collectif. Donc, Complètement d'accord. c'est ça, hein, ouais. Complètement On le ressent d'accord. vachement dans ton discours, c'est pour ça. Alors complètement, et j'aurais jamais pu entreprendre seule. J'aurais jamais osé, très clairement, hein. J'aurais jamais osé à l'époque. Moi, c'était pas du tout mon univers, je le connaissais pas. Je pense que j'aurais jamais osé. Et j'aurais été convaincue que ça m'aurait pas plu parce qu'on m'a tellement appris à l'école qu'il fallait être une salariée, c'était censé être le job normal. Que du coup, non, moi, je dis honnêtement, j'aurais jamais osé. Et tant mieux que du coup, j'ai eu des associés et que ça m'a aidé à le faire. Sinon, je pense que je serais passée à côté du truc qui me rend aujourd'hui la plus heureuse possible, quoi. Bon, du coup, comme on le disait tout à l'heure, ça prend beaucoup de temps parce que tu as beaucoup d'activités. C'est pour ça que tu es là, c'est multi-entrepreneur, donc tu fais beaucoup de choses. Je sais que tu fais aussi du sport à côté, tu dois avoir d'autres passions. Comment tu fais du coup pour gérer ton équilibre pro, perso? C'est un sujet qui revient beaucoup, surtout déjà quand on est entrepreneur, même quand on est salarié d'ailleurs. Mais c'est aussi un sujet qui est d'autant plus important quand on est multi-entrepreneur, parce que du coup, on est un peu partout à la fois. Donc, comment tu fais, toi, pour gérer ton temps et t'organiser? Je dirais que c'est une vraie question d'organisation et de priorisation. Le problème, c'est que moi, aujourd'hui, ça m'arrive même très souvent, d'avoir des semaines beaucoup plus stimulantes et intéressantes que mes week-ends, enfin, que ma vie pro, que ma vie perso. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis arrivée où je préfère ma vie pro à ma vie perso. Et en fait, je pense que c'est sain parce que justement, la majorité des gens sont méga heureux le vendredi soir et méga déprimés le dimanche soir. Moi, c'est un peu l'inverse. En fait, je suis ravie de bosser, je suis ravie d'être en semaine. Je déteste les dimanches, je déteste ne rien faire, je déteste être molle, être fatiguée. Je déteste ça parce que les émotions que tu vis pendant la semaine quand tu as ta propre boîte avec tes employés, etc., est 10 fois plus agréable et stimulante que n'importe quelle sensation de ta vie perso. Oui, tu as des exceptions, etc. Mais donc en fait, j'essaie d'avoir un équilibre de prendre du temps pour ma famille, mes proches, etc.
mais je vais pas non plus faire trop de sacrifices si à un moment, je préfère, à ce moment-là travailler ou qu'importe en fait. J'essaie de juste réguler en fonction de ce qui me rend heureuse, de ce qui rend mon entourage heureux. Parfois, ça m'arrive de faire des concessions et voilà, mais en vrai, j'essaie de prioriser en vrai. Prioriser, je pense que c'est un bon moyen, oui. De caler aussi dans son agenda des moments pour soi. Je pense que ça, c'est Bien important. sûr. Et Moi, ça m'arrive des moments, si, je me suis couchée très tard à cause d'un événement autre et que le lendemain je suis crevée, le lendemain je vais pas me lever à 7h30 ou 8h quoi. Je vais me lever à 9h ou 10h parce que sinon je sais que je vais être crevée toute la journée, que je vais pas être performante et que ça sert à rien. Si à un moment je vais faire mon sport en plein milieu de la journée, je vais faire mon sport en plein milieu de la journée. Donc ça, c'est des trucs où, je priorise sur ça. S'il y a des moments où je sens que j'ai envie de faire un truc qui est plus perso que pro, je le fais. Parce que je sais que du coup ça aura un meilleur impact sur ma vie pro. Mais après c'est une question de en fait les gens qui te disent: «J'ai pas le temps de faire un truc», non, c'est complètement faux. C'est que tu pas partie du principe que ce truc-là était plus une priorité qu'une autre. C'est tout est une question de priorité, pas une question de temps. Tu choisis en fait le temps. oui, c'est comme le sport, on dit que c'est la discipline qui te conditionne et pas la motivation, puisque Bien sûr, je quand suis t'as pas complètement d'accord. envie, si tu es C'est vrai, discipliné, ouais, tu je y suis vas quand complètement même. d'accord. La motivation, ça, Et il y a ça, des ça jours, n'y tu as fait rien. clairement pas envie d'y aller, quoi. Oui, bien sûr, ouais, je sais ce que c'est, mais bon, quand on sait pourquoi on y va, on y va. Voilà, c'est tout. Et le travail, c'est vrai que c'est un peu pareil. Je suis d'accord. Donc le travail n'est pas une corvée pour Ouais, toi, et c'est pour ça que tu le fais avec passion et que tu es heureuse de te exactement. lever le lundi matin, quoi. Bien sûr. Il y a des moments, évidemment, tu fais des tâches plus chiantes que d'autres, hein. Faut pas croire que tout est incroyable tout le temps, mais c'est normal, t'encaisses, ça t'apprend des choses et de toute façon, généralement, tu fais quand même des trucs que tu kiffes plus que l'inverse. Pour finir, je vais te poser une dernière question. Moi, je vois souvent au cabinet, j'ai des clients qui sont entrepreneurs, de boîtes, peu importe, hein, quelle que soit la taille de la boîte, et qui ont envie de se diversifier, mais qui ont peur justement de se perdre un peu en devenant justement ce qu'on appelle des multi-entrepreneurs, et qu'ils soient associés ou non. Donc, ils ont peur de se lancer. Voilà. Donc, quel conseil tu pourrais donner à un entrepreneur qui a envie de se diversifier et de passer le pas pour devenir un multi-entrepreneur et qui soit pas justement, qui devienne pas nul partout, parce que quand on veut être partout, parfois on peut être nul partout. Donc, quel conseil tu pourrais donner? Alors complètement, hein, ça c'est sûr que mieux vaut se concentrer sur un seul truc et le faire extrêmement bien que d'être, moyen ou bon partout. Ça, on est bien d'accord, hein, non, le meilleur truc, c'est avant de décider de te lancer dans un autre business ou un business qui déjà, c'est quand même de faire un truc qui est quand même au moins dans la même thématique que le premier business que tu aurais lancé, plus facile. Mais c'est surtout d'attendre et d'être sûr que l'autre business est rentable, bien sûr, mais surtout tourne opérationnellement sans toi. Qu'il n'a plus besoin que tu sois là au quotidien pour vérifier ce qui se passe, que ce soit si c'est une agence derrière les équipes, si c'est un SaaS ou une appli, que en tout cas le développeur gère tout bien. Enfin, qu'en tout cas tout soit bien optimisé pour que tu pourrais disparaître du jour au lendemain, la boîte ne disparaîtra pas. Le côté structuration, il est hyper Ouais, c'est le important. plus Mettre en important. place des hommes clés, Ouais, même pour valoriser ton groupe. Demain, si jamais tu veux vendre ou autre, c'est vraiment la clé. Et c'est vrai que quand tu veux sortir un petit peu la tête Si tu as la tête dans le guidon et que tu es encore dans l'opérationnel, c'est sûr que on va exactement. pas te recommander d'aller lancer d'autres business à côté. Exactement, et c'est surtout de le faire dans un moment où en fait limite tu pourrais être qu'un investisseur qui est là que au board et pour la stratégie. Et c'est dans ce genre de moment-là que tu dis: «OK, là je peux lancer un autre business, c'est bon, ma boîte tourne assez bien tout seul». Faut pas se précipiter à le faire trop vite parce qu'après effectivement là tu as vraiment ce truc de au lieu d'avoir une boîte qui est à un 18-19/20, tu as 2 boîtes qui sont à 13. Est-ce qu'il en faudrait pas mieux une à 19, tu vois? Ok, j'ai compris la métaphore, c'est très bien. J'essaye de faire un truc clair, Ben, merci beaucoup, bah Sixtine. écoute, C'était un merci à super toi. moment. Je J'ai suis adoré très aussi. content de t'avoir reçu. Moi aussi. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous inscrire à la newsletter.